Ça diffuse en direct. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Alors c'est mon premier live Instagram, donc merci de m'excuser d'avance. Coucou tout le monde, bienvenue. Alors je vais d'abord me présenter. Je suis députée de la 4e circonscription du Bas-Rhin, en pleine campagne législative. Et donc vous savez que je suis la députée qui est un petit peu fait souffrir la majorité présidentielle, puisque depuis 2 ans et demi, avec la gestion de la crise Covid, j'ai vraiment dit ce que je pensais à ce gouvernement, ce qui est mon rôle, hein, le rôle de la parlementaire, d'évaluer et de contrôler l'action du gouvernement. Et surtout, j'ai été très sensibilisée aux difficultés que vous aviez, vous les jeunes, donc les adolescents, les étudiants. Et j'ai vu surtout à Paris, mais ça correspond à ce qu'on a pu voir dans toutes les grandes villes, des tas d'étudiants qui étaient en grande difficulté, en grande précarité, qui étaient obligés de faire la file au Resto du Cœur ou à d'autres banques alimentaires. Et donc j'ai été vraiment profondément choquée, puisque ça ne dérangeait pas ce gouvernement et que les propositions de toute façon qui ont pu vous être faites étaient complètement à côté de la plaque, comme d'habitude. Voilà. Donc j'ai créé mon parti, Ensemble pour les libertés, puisque j'ai été exclue de la République en marche, hein, tant mieux. Tant mieux, j'étais, comme ils m'ont dit, leur plus belle erreur de casting, donc je revendique, je suis très contente. Et puis je vois que vous arrivez là, donc voilà, je suis contente que vous soyez quelques-uns présents à ce premier live. Et puis, on va voir si vous avez envie de me poser des questions. Mais en tout cas, avec moi, j'ai une jeune femme qui est là et qui va me poser différentes questions qu'on n'a pas du tout préparées ensemble. Alors, pardon, j'espère que j'aurai les réponses, en tout cas, à vous apporter. Première question? Oui, pas de souci. Alors, c'est à propos des étudiants. En ce moment, on parle beaucoup de bourse. Oui. Et la bourse, elle est faible pour les étudiants, ils ont tout baissé. Oui. Que comptez-vous faire là-dessus? Oui, alors, c'est vrai que, peut-être que je vais répéter, je ne sais pas si on t'a entendu très bien, la question c'est est-ce que la bourse pour les étudiants est suffisante? Alors déjà, le constat, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants sont dans une très grande situation de précarité. Au-delà de la question de la bourse, il y a beaucoup en fait, ce gouvernement n'a rien fait pour aider les étudiants. Depuis 2020, on est en plein dans une crise sanitaire que le gouvernement nous a présentée comme très grave. Et surtout, ce sont les étudiants qui ont été les plus malmenés. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est une vraie génération sacrifiée. Et cette précarisation, cette précarité aujourd'hui à laquelle les étudiants doivent subir, enfin sont confrontés en fait tous les jours, c'est absolument terrible. Et ce gouvernement, à part de proposer des mini-choses, c'est toujours du court terme, c'est jamais des propositions inscrites sur du moyen terme ou sur du très long terme. Et la question de la bourse, aujourd'hui, ce ne sont que d'abord trop peu d'étudiants qui peuvent prétendre et avoir droit aux bourses. Ça, c'est pas nouveau, ça fait très longtemps. Mais en plus, ces bourses sont totalement insuffisantes. Elles ne permettent absolument pas aux étudiants de pouvoir être garantis de trouver un logement, de pouvoir s'alimenter correctement et de pouvoir être sûr sur la durée, de pouvoir suivre des études qui leur plaisent. Donc, il faut absolument proposer, accompagner financièrement, faire un espèce de contrat. Je pense que le gouvernement devrait aller vers ce type de proposition. En tout cas, je compte bien être réélu et ça serait une proposition de loi que d'accompagner chaque étudiant. Bien sûr, si les étudiants ont des parents qui ont énormément d'argent, mais c'est de moins en moins vrai, parce qu'on sait que globalement, même la classe moyenne est vraiment tirée vers le bas. Donc, des familles où il y a plusieurs enfants et qu'il faut accompagner pour les études, même pour la classe moyenne, ça devient très difficile. Donc, il faut vraiment donner une chance à toutes et tous, que vous puissiez
faire les études qui vous plaisent, on va peut-être d'ailleurs y revenir, parce que je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, mais que vous soyez tous accompagnés pour être garantis de pouvoir aller jusqu'au bout en toute tranquillité financière. Et alors déjà, j'ai dénoncé quand la seule idée géniale qu'ils ont eue juste avant le début de la crise, c'était de diminuer l'aide au logement, ce qui était complètement dingue. Bien sûr, 5 euros, ça paraît peu, mais 5 euros, ça peut être énorme dans le budget d'un étudiant. Donc, il faut remettre aussi les bourses à niveau et les aides au logement à niveau, pour tout le monde. D'accord. Alors, on a une personne qui a réagi, qui confirme. En plus, les plafonds ont été baissés pour l'an prochain, donc il y aura beaucoup de boursiers qui perdent leur bourse à la rentrée. Ouais, c'est incroyable. C'est-à-dire que toutes les mesures sociales qui étaient promises par ce gouvernement ne sont pas tenues. Moi, je suis très très inquiète vraiment pour l'avenir, très inquiète pour l'avenir. Il faut rien lâcher. C'est parce que d'abord, vous les étudiants, les jeunes, moi j'ai 58 ans, c'est vous l'avenir. La France et l'Europe et le monde vous appartiennent, mais il faut qu'on vous donne les bases solides pour d'abord faire le job que vous avez envie de faire, vous permettre aussi de voyager à travers le monde, mais aujourd'hui tout cela est extrêmement compromis et il faut changer tout ça. Ok. Donc la prochaine question, c'est une question qui occupe le débat public en ce moment. Parce que demain, sur Parcoursup, ils vont afficher les vœux qui seront acceptés. Et donc, les étudiants se posent la question, mais pourquoi notre avenir dépend de Parcoursup? Alors Parcoursup, moi j'ai vu arriver Parcoursup, donc 2018, ça a été la première année. Et je dirais qu'au départ, on aurait pu imaginer que ça pouvait être une solution plutôt intéressante pour que chacun puisse trouver la bonne voie, mais on a ce recul maintenant de 4 ans et on sait que chaque année, il y a quasiment 10% de jeunes qui sont laissés de côté et qui ne peuvent absolument pas faire les filières qui les intéressent. Et Parcoursup, ça fonctionne comment? C'est-à-dire qu'on vous livre, vous les jeunes, entre les mains d'un espèce de logiciel mathématique. On met de côté complètement l'humain, complètement vos souhaits, on met de côté la relation. On pourrait très bien imaginer que ce soit alors pas forcément des conseillers d'orientation, parce que je crois que là aussi il y a beaucoup à dire sur ces personnes qui n'ont pas forcément toute la maîtrise des filières à proposer aux jeunes. Donc là, il y aurait une réforme à faire sur ces conseillers d'orientation. Mais au moment où vous passez le bac, d'être livré comme ça en pâture à un logiciel mathématique, c'est complètement dingue. Et ça ne correspond pas du tout aujourd'hui, on peut le dire de façon très claire, à vos attentes, à vos souhaits. Donc il y a une réforme complète. Il faut que chacun puisse s'y retrouver, que ce soit à l'université, que ce soit dans différentes écoles. Moi, j'aimerais peut-être qu'il y aura une question tout à l'heure sur les filières d'apprentissage, parce qu'en France, alors ça aussi, c'était une promesse de M. Macron, mais ce qui a été prévu et proposé ne donne absolument pas satisfaction, parce qu'aussi, s'il y a beaucoup de jeunes qui trouvent réellement leur voie à partir je sais pas, beaucoup plus jeunes, 14 ou 15 ans, il faut absolument arrêter que cette filière d'apprentissage soit une filière par défaut. Il faut que ça soit une filière vraiment par envie. Il faut que les jeunes puissent s'engager dans ces filières-là par envie. Donc, il faut donner tous les moyens aux filières d'apprentissage. Peut-être on y reviendra. Mais en tous les cas, Parcoursup, c'est pas bon. Alors moi, je veux pas effrayer là, parce qu'en effet, vous allez avoir, je dirais, la possibilité de mettre vos vœux, etc. Donc, ne flippez pas, surtout ne flippez pas. Mais peut-être que c'est bien aussi d'aller en discuter avec vos députés, vos parlementaires, partout en France. Là, moi, je vous parle d'Alsace, mais si vous me suivez d'un peu partout en France, en fait, il faut aller dire, il faut oser dire
avec vos délégués, avec les syndicats étudiants, il faut frapper à la porte des permanences des parlementaires pour aller leur dire que ça dysfonctionne et qu'il faut changer ça. Alors, est-ce que Parcoursup, est-ce qu'on peut le considérer comme un facteur de décrochage scolaire? Alors, je ne sais pas si en lui-même, Parcoursup est un facteur, mais en tout cas, je pense que ça peut contribuer. C'est-à-dire que quand un jeune, en effet, se retrouve d'abord mis de côté parce qu'il n'a pas du tout la filière qu'il souhaitait, c'est compliqué de se réorienter. Là aussi, le système français est très très mal fait. Donc oui, je crois que ça peut être un facteur contributif. C'est que peut-être déjà à ce moment-là, le jeune, et moi je comprends complètement, parce qu'après les 2 ans que vous venez de passer, voilà, dans cet épisode totalement surréaliste, où on vous a culpabilisé, on vous a désigné comme les coupables de ceux qui faisaient n'importe quoi, qui allaient contaminer vos parents, vos grands-parents, etc. On vous a vraiment mis au banc de la société. Et ça peut être... Donc vous avez été fragilisé, je sais que malheureusement beaucoup d'entre vous, de temps en temps, vous avez un peu des soucis, hein, vous avez un peu les idées noires parfois, hein, de se projeter vers un avenir qui est un avenir incertain, un avenir qui est flou. En plus, si on ne vous donne pas, non pas les moyens, mais si on ne vous donne pas un environnement protecteur et un environnement encourageant, bah oui, je pense que ouais, tout à fait clairement, ça peut être contributif d'un décrochage. Ouais. D'accord, merci. Alors, une question sur les apprentis, les alternants. En ce moment, avec l'histoire de la crise du Covid, les alternants sont de plus en plus démotivés. Ouais. Et comment peut-on les aider? Ouais. Alors moi, je crois que... alors, je discute... toi, tu me donnes ton point de vue parce que tu es jeune. Moi, je discute avec le monde de l'entreprise, les petites et moyennes entreprises. En fait, avant, les entreprises qui accompagnaient beaucoup d'apprentis en alternance, etc., avaient beaucoup plaisir à le faire parce qu'ils avaient les moyens de le faire en temps et surtout, ils n'avaient pas cette contrainte administrative très très forte. Ils étaient là parce qu'ils étaient là pour transmettre avec beaucoup de passion leur métier, transmettre à des plus jeunes, avoir envie de former un jeune, c'est extrêmement valorisant, lui expliquer son métier. Mais aujourd'hui, il y a de telles contraintes administratives que déjà c'est difficile pour un jeune de trouver un contrat en alternance adapté. En plus, certains professionnels pouvaient avoir en même temps plusieurs apprentis, plusieurs personnes qui faisaient ce contrat par alternance. Aujourd'hui, c'est de plus en plus limité, ce qui fait que les jeunes ne se retrouvent pas ensemble. Donc ça, c'est déjà aussi très démotivant. Et après, les jeunes, quand ils doivent, souvent c'est un peu la galère, c'est se battre pour se rendre à l'endroit où on doit faire ce taf en alternance. Si je prends l'exemple de ma circonscription, donc moi je vous parle à 30 km, pas tout à fait 30, non, à 20 km à l'ouest de Strasbourg, dans une zone où vraiment il y a une difficulté pour se déplacer. Les gens, les adultes ou les jeunes qui ont déjà des voitures se déplacent uniquement avec leur voiture parce qu'il n'y a pas suffisamment de transport en commun. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut régler, c'est quelque chose qui manque parce que quand on doit se rendre à des heures régulières et qu'on n'a pas de voiture et qu'on est dépendant de transports en commun quasi inexistants, ça rajoute aux difficultés pour trouver cette formation par alternance. Donc, il y a vraiment, c'est un environnement global qu'il faut accompagner, qu'il faut régler, parce que pour le moment, il y a certaines situations qui sont très galères. Pour les transports en commun, pour les alternants, les apprentis, les étudiants, ils ont remarqué qu'ils étaient beaucoup pénalisés par rapport au prix. Oui. Qu'il y avait des tarifs étudiants, mais qui ne sont pas leur avantage. Comment on peut y remédier? De façon très simple. Alors, encore une fois, dans ma zone, tant qu'on est collégien, on a des aides du conseil départemental. Alors, en Alsace, ça s'appelle la collectivité européenne Alsace. Donc là, il y a des aides. Mais au bout d'un moment, les aides se terminent. Et en effet, ça prend une grande part sur le budget.
des étudiants parce que le bus est devenu cher. Là, il y a une explosion des prix en plus à la pompe, hein, quand vos parents font le plein ou quand vous êtes contraint, si vous avez un véhicule, de faire le plein, c'est devenu très très cher. Moi, je pense que tant qu'on n'a pas un travail, tant qu'on n'a pas un métier, on doit pouvoir être aidé et ça doit être un service public gratuit. Il me semble que les adultes, ils peuvent contribuer, peut-être même, parfois ils payent des impôts qui sont orientés vers des choses tout à fait inutiles. Mais là, c'est extrêmement utile que d'aider les jeunes et donc je pense que tous les transports devraient être totalement gratuits. On parle aussi pour le Eurométropole où le transport est gratuit pour les moins de 18 ans. Oui. Mais on a des villes qui ne sont pas compris là-dedans alors qu'on est à quelques kilomètres. Tout à fait, ouais. Et... Ouais. C'est vrai que quand on se retrouve au centre-ville, il peut y avoir des facilités, pour se déplacer en tram ou en bus, etc. Mais oui, quand on est un peu à l'extérieur, là encore, dans certaines zones, il peut y avoir des facilités avec ce qu'on appelle le transport à la demande, mais ce n'est pas suffisant. Et beaucoup de jeunes restent sur le carreau, on ne peut pas non plus faire des kilomètres, c'est dangereux en moto ou en mobilette. Donc là, il y a vraiment à revoir. D'abord, il faut augmenter la cadence des transports en commun dans certaines zones. Et puis surtout, encore une fois, tant qu'on n'a pas un salaire, tant qu'on est apprenti, tant qu'on est dans des filières comme ça ou étudiant, il faut que tout cela soit gratuit. Alors, aussi au niveau des courses pour les jeunes, aujourd'hui, il y a des étudiants qui n'arrivent pas à faire les fins de mois, qui finissent dans le rouge. Ouais. Et parce que le prix augmente en ce moment et les aides ne sont pas suffisantes, comment ils... Ouais, alors c'est très 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 compliqué. Là, j'ai pas forcément de solution miracle. Le constat aujourd'hui est assez terrible. Puisqu'il y avait déjà eu toute cette précarité étudiante au moment du Covid, parce que souvent les étudiants, pour allonger un petit peu leurs moyens financiers, travaillent dans des restaurants ou font des petits boulots à côté. Donc tout ça avait déjà été complètement supprimé. Donc aujourd'hui, ça peut se remettre en place. Bon, c'est vrai qu'il y a des restaurants entre guillemets, hein, où les étudiants peuvent servir ou peuvent trouver un petit job d'appoint, mais ça suffit pas parce que tous les prix sont en train d'exploser. On constate que depuis le début de cette année, il y a une inflation qui est aux alentours de 7,5%, quasiment 8%. Donc c'est déjà très difficile pour les gens qui ont un métier, les gens qui travaillent. Il y a ce qu'on appelle le panier de la ménagère qui augmente énormément. Mais pour vous, aujourd'hui, vous êtes obligé de vous priver. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix entre peut-être payer un petit peu son loyer, faire les courses de base. Hein, donc ça veut dire que, je sais pas, peut-être que ce que vous aimez boire, il faut le laisser de côté, on s'en prive, ou peut-être des douceurs sucrées, du chocolat, etc. Et vous êtes obligé aujourd'hui de faire des choix en permanence. Donc je pense que là, on en revient un peu à la toute première question. Les aides financières pour les étudiants doivent être revues à la hausse, quasiment à la même hauteur que le taux d'inflation, parce que sinon, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau, et vous n'allez plus pouvoir vous en sortir. Ouais, ça c'est vraiment compliqué. Et puis bon, aller faire encore une fois la file au Resto du Cœur ou dans des banques alimentaires, ça peut être compliqué hein, pour certains d'entre vous. On se sent parfois un peu humilié de devoir comme ça quémander pour aller manger. Donc oui, il faut que toutes les mesures, on va dire de l'argent public, soient réaffectées. Et puis c'est vraiment vous, les jeunes, notre avenir. Donc il faut refaire les choses complètement. Bien évidemment, il ne faut pas oublier, on va pas être méchant avec les retraités. Il ne faut pas les oublier parce que là aussi, il y a aujourd'hui des personnes âgées qui n'arrivent plus à vivre, hein, des femmes seules qui ont des toutes petites retraites. Donc aux deux âges de la vie, il faut vraiment qu'il y ait des décisions de ce gouvernement qui soient complètement différentes. Et puis bon, voilà, moi j'ai plein d'idées de propositions de loi pour aller dans ce sens-là. Alors, prochaine question, c'est par rapport aux voitures, la vignette critère. Ah oui.
Ça concerne non seulement les étudiants, mais aussi les autres personnes, ceux qui travaillent, ceux qui vont chercher leurs enfants, etc. Ils n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une nouvelle voiture neuve. Et que peut-on faire? Oui, alors peut-être réexpliquer ce que c'est que cette problématique de la vignette critère. Donc, on va prendre l'exemple de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, à Strasbourg, il y a une nouvelle équipe municipale, très, très, très écolo. Donc, ça, c'est très bien, on ne va pas s'en plaindre, hein, qu'on pense à la planète. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes devant des décisions de ce que moi, j'appelle l'écologie punitive. C'est-à-dire que l'écologie doit rester quelque chose de très équilibré et on ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc l'histoire de la vignette critère, c'est, vous le savez, à Paris, donc dans des très grandes villes, Strasbourg c'est pareil, mais pas que à Strasbourg, dans toute l'Eurométropole de Strasbourg. Donc il y a énormément de communes à l'extérieur de Strasbourg qui sont concernées par cette question de contraintes sur les déplacements, parce que très rapidement, à partir de fin 2024, début 2025, seules les voitures qui seront critères 1 auront le droit d'aller circuler vers Strasbourg ou dans les villes de l'Eurométropole. Ce qui est complètement incroyable. Parce que très rapidement, vous venez d'acheter une voiture, mais au bout de 2 ans, elle est déjà critère 2. Donc ça veut dire qu'il faudrait changer son véhicule tout le temps. Et puis bien sûr, tous les véhicules diesel, n'en parlons pas, ceux-là ils sont éliminés d'office. Et vous êtes les premiers concernés. Quand vous commencez à imaginer devenir propriétaire d'une voiture, c'est parfois une voiture d'occasion que vous allez acheter pas très cher, avec vos moyens. Donc, avec ces voitures-là, vous ne pourrez pas vous déplacer dans les zones, ce qu'on appelle à faible émission. Donc, c'est vous condamner parce que si vous êtes dans une zone où il y a dans ma circonscription, il y a des endroits où il y a beaucoup de tramways, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, dans la zone de la campagne, sans voiture, vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc là, c'est condamné, c'est vraiment faire une séparation entre la ville et la campagne et de dire que ceux qui habitent à l'extérieur de la ville, je sais pas, ils sont des gueux, hein, ils n'ont plus le droit de venir en ville. Et c'est pas possible. Donc, on ne peut pas donner des aides pour que tout le monde puisse acheter une voiture neuve, c'est pas le principe. Mais par contre, avant de mettre de telles contraintes, il faut garantir qu'il y ait tous les transports en commun, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour vous les jeunes, pour les étudiants, pour les apprentis, gratuits, mais ça doit être mis en place avant les contraintes de la vignette critère. Alors, bon, j'ai une question d'une personne qui demande que faisons-nous pour les élèves, enfin les enfants HPI, au potentiel intellectuel qui ne sont pas encore reconnus. Ouais. Que pouvons-nous faire? Ouais, alors c'est un vrai sujet ça en France parce que qu'on les nomme autistes, Asperger ou au potentiel, quelle que soit, j'ai même envie d'élargir, c'est-à-dire que quelle que soit la différence, cette différence ne doit pas entraîner une exclusion. Or, dans notre pays, ce qui est catastrophique, c'est que quand on ne rentre pas dans une case, on est mis de côté. Donc, alors, il y a plein de problèmes sur l'école, sur la confusion entre l'éducation, l'instruction, sur un modèle français d'éducation nationale qui est beaucoup trop rigide, qui met les enfants ensemble par classe d'âge et pas du tout par capacité cognitive, intellectuelle ou d'apprentissage, ce qui fait que chaque enfant est différent. Et on en revient aux mêmes logiques qu'on avait tout à l'heure quand on parlait de Parcoursup. En fait, c'est une logique administrative. On essaye vraiment de rentrer les enfants chacun dans une case, chacun dans un tiroir, sans tenir compte des capacités émotionnelles, des capacités intellectuelles des enfants. Donc, je pense qu'il ne faut pas du tout exclure les enfants à haut potentiel, mais il faut leur permettre de s'exprimer différemment. De toute façon, il faut sortir de ces contraintes de logique avec des programmes d'enseignement, la même chose pour tout le monde. Il faut vraiment, là aussi, avoir une approche humaine, une approche presque individuelle, un parcours pour que chaque enfant
puisse se révéler avec toutes ses compétences et ses envies. Et c'est comme ça qu'on devient un adulte voilà, qui regarde l'avenir sereinement et pas en contraignant les gamins. Donc, c'est pas simplement la reconnaissance du haut potentiel, mais c'est quelle que soit la différence de l'enfant, il faut que chaque enfant puisse s'exprimer dans toute sa, voilà, dans tout avec toutes ses capacités. Est-ce que c'est une solution de former les professeurs à... Ah oui, oui, oui. Alors déjà, le constat chez nous est catastrophique. Nos professeurs, nos enseignants sont les moins bien payés de toute l'Europe. Donc, on comprend que ce n'est pas un métier qui attire maintenant. C'est un métier où, voilà, bon, il y a les anciens professeurs qui n'ont pas envie de changer de travail, mais les jeunes très motivés ne sont pas forcément attirés par l'enseignement. Donc, il y a une carence de formation, et encore une fois, une formation, des modèles de formation, des carcans de formation beaucoup trop rigides. Et je travaille, moi, puisque j'ai créé mon parti Ensemble pour les libertés, hein, c'est marqué derrière moi, et je travaille avec deux personnes absolument extraordinaires qui font des tas de propositions pour avoir une approche de l'enseignement beaucoup plus transversale et que cette approche soit à la fois valable pour l'accompagnement des élèves, mais aussi pour la formation des professeurs des écoles, la formation des professeurs, la formation même à l'université. Je crois qu'il faut sortir de notre modèle qui correspond plus aux besoins, aux envies, à la réalité, aux attentes de tous les jeunes. Alors, j'ai un étudiant qui a mis un commentaire sur Facebook. Alors il explique, il est apprenti, Oui. Il dit qu'il est considéré comme du bétail pour l'entreprise plus l'école. Pourquoi n'y a-t-il pas de suivi de la part de l'État? Ouais. Alors, parce que l'État s'en fiche actuellement. L'État, malheureusement, déconsidère actuellement les citoyens français. On a vu à quel point ce président était méprisant vis-à-vis des citoyens, quels qu'ils soient. Hein. Donc vous, les étudiants, vous comptez pour rien. Hein. Même si on vous fait croire beaucoup de choses, la réalité, on a vu Frédérique Vidal, hein, cette ministre de l'enseignement supérieur qui était complètement à côté de la plaque hein, quand elle parlait de l'avenir des jeunes et des étudiants. Donc je crois que là, c'est un sujet global de ce gouvernement et de cet État qui est très intrusif, qui est là pour n'apporter que des contraintes, qui n'est là que pour... oui, on a vu toutes ces lois liberticides qui ont été prises depuis 2 ans, et en fait qui n'est pas là pour justement vous libérer, pour vous accompagner individuellement, pour vous permettre de faire vos propres choix de vie. Et c'est vrai que... Alors, ça dépend des entreprises. Il peut y avoir des entreprises qui sont extrêmement positives vis-à-vis de certains jeunes en formation, mais d'autres où en effet on vous fait faire le petit boulot, quoi, le petit boulot. Mais là aussi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vous manquez de choix, donc vous êtes obligé de vous contraindre par rapport à les quelques rares entreprises qui vous proposent des choses, et donc c'est pas toujours évident de trouver chaussure à son pied, quoi. Surtout que d'autant plus on perd des métiers, quoi. Ouais, exactement, voilà. Exactement. On a eu le nouveau Un jeune, oui. Une solution. Je suis pas sûre que ce soit un jeune une solution. Hein. Ça a été vendu comme ça, c'était la communication du gouvernement. Alors, la communication, de ce qu'on a entendu, ça marche bien, c'est pratique, c'est super. Mais le reste, on n'entend pas. Ouais, la réalité est tout autre. Je crois vraiment, il y a plusieurs étudiants, plusieurs jeunes qui sont venus me dire qu'en fait... bah oui, un jeune, ok, mais pas de solution. Ou des solutions pas du tout adaptées. Donc, est-ce que là, vous avez des exemples, par exemple, de parcours que les jeunes attendraient et en fait, il n'y a pas de solution? En général, il y a des apprentis, des alternants qui s'inscrivent sur ce site
Et bon, les avis ne sont pas affichés sur le site. Oui. Et leurs témoignages apparaissent sur d'autres sites et ils disent comme quoi ils postulent partout. Il y a des entreprises qui sont inscrites sur le site. Enfin, Oui. il y a tout un suivi apparemment. Mais il n'y a pas de nouvelles, rien. Et c'est déjà la rentrée, ils sont déjà perdus. D'accord, Comment ils d'accord, peuvent y d'accord, remédier? d'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une forme de... Est-ce que ça serait intéressant qu'il y ait une forme de tutelle? Est-ce que des plus anciens pourraient prendre en coaching ou en accompagnement des plus jeunes, peut-être? Est-ce que est-ce que ça serait une petite partie de solution? À la condition, bien sûr, que ça soit accompagné financièrement, etc. Il ne faut pas que ça soit la galère, hein, pour qui que ce soit. Ça serait une solution. Ouais, je pense que ça pourrait être... Ça serait une solution. Il y a un suivi qui est sûr, parce qu'on nous promet un suivi sur ce site qui c'est pas réellement un suivi. Oui. Pour moi, c'est pas réel, quoi. Il y a rien. D'accord, c'est que de la com, quoi. C'est de la com. Ouais, on vend ça comme... Après, on peut voir aussi les avis sur Internet, ça peut être sur Facebook, Twitter. Les gens le pointent du doigt, ils le montrent tout à fait que c'est... D'accord. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de preuves, quoi. Ouais, d'accord. Mais ça ne m'étonne pas, puisque bon, moi je le vois pour des tas d'autres choses. Hein. Ce gouvernement, malheureusement, depuis 5 ans, grâce à énormément de boîtes de consulting américaines, travaille toujours très très bien la communication. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Hein. La réalité, vous êtes sur le terrain, vous êtes confrontés à des difficultés du quotidien, et en effet, ce n'est pas la solution. On a perdu ce côté humain d'être suivi par une personne, quelqu'un qui est proche du métier. On est plus suivi par des grosses entreprises. Tout à fait. Bon, les questions. Alors, est-ce qu'il y a encore quelques petites questions? Moi, je pense que ce qu'on pourrait dire, c'est peut-être en conclusion ce soir, et moi, c'est quelque chose que je porte parce qu'en tant que médecin, psychiatre, je suis toujours attentive à l'accompagnement bienveillant. Toutes les propositions vont dans un sens du respect du jeune, du respect de l'enfant d'ailleurs dès le plus jeune âge, du respect des adolescents, du respect des jeunes adultes, des apprentis, etc. Parce qu'on vous demande toujours à vous de faire des efforts, d'être poli, hein, de dire bonjour à la dame ou monsieur, mais au fond, est-ce que les adultes vous respectent pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez envie d'être, alors que vous êtes la société de demain, hein, nous c'est bon, hein, voilà, on a bien profité, hein, d'une société où tout était autorisé, tout était permis. Vous, on est en train de vous concocter une société où vous n'avez que des contraintes. Donc là, je crois que ça ne va pas du tout, et il faut vraiment qu'on remette tout ça sur la table et qu'on intègre dans toutes nos réflexions des jeunes. Et c'est vrai que actuellement, voilà, comme je me représente pour de nouveau être députée, je me représente aux législatives, je fais des réunions publiques. Alors, je suis toujours un peu triste parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes dans les réunions publiques, mais je le comprends complètement parce que ça fait longtemps d'abord, on ne vous a pas forcément ouvert les yeux à ce que pouvait être la belle politique. C'est comment on s'implique dans la société, comment on peut être force de proposition. Parce que souvent, quand vous faites des propositions, il n'y a personne pour vous écouter, il n'y a personne pour être là, pour respecter ce que vous avez à dire, à proposer. Et on est plutôt là à vous désigner comme des gens immatures, alors que je sais très bien que c'est complètement le contraire. Et que c'est... En tout cas, moi, j'ai besoin de vous, dans Ensemble pour les libertés, pour aider à construire tout ça, à construire cette société de demain. Et il faut qu'on ait un regard vraiment beaucoup plus bienveillant vis-à-vis de vous pour que vous soyez en tout cas capable de regarder votre avenir avec plus de sérénité qu'actuellement. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. À bientôt!